Procession, chant en hommage à Marie, la mère de Jésus. La scène se déroule à la quasi-paroisse Sainte-Bernadette des cités proximes de Bingerville, à l'occasion de la célébration de l'Assomption, une célébration qui marque la montée de Marie au ciel. Nous, les chrétiens catholiques, nous sommes très heureuses de voir notre mère monter avec toutes nos intentions. Nous bénissons le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous à travers la Vierge Marie. L'Assomption constitue également une lucarne pour les fidèles catholiques de se recueillir aux pieds de la Vierge et lui confier leurs vœux les plus chers afin qu'elle intercède pour eux auprès de son Fils. C'est la voie par laquelle nous allons à Jésus-Christ. Et le Christ est le chemin qui nous conduit au Père. Donc ce que je recommande aux gens, le message d'aujourd'hui, c'est que nous puissions écouter la voix de notre mère qui nous conduit à son Fils. Écouter sa voix pour qu'elle nous conduise à son Fils, comme ça s'est passé à Cana. À la paroisse Christ-Roi des cités de Bingerville, l'heure était au recueillement. L'officiant du jour, le père Hervé, a invité les fidèles à la culture de la soumission et de la justice. Nous célébrons la solennité de l'Assomption et comme Marie, notre histoire doit être celle de la lutte perpétuelle du mal pour faire en sorte que dans notre société, toutes les injustices disparaissent. L'Assomption est la principale fête de la Vierge Marie et la date du 15 août serait celle de la consécration en Jérusalem de la première église dédiée à Marie au 5e siècle. Le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, rencontre les entreprises et partenaires de San Pedro. Cette rencontre qui a eu lieu dans les locaux de l'antenne régionale avait pour objectif d'éclairer les décisions de planification du FDFP pour ses interventions au profit des clients et partenaires de la zone de couverture de l'antenne de San Pedro et par la même occasion recueillir leurs préoccupations. Une rencontre saluée par les participants. Nous, en tant que cabinet, ça tombe à point nommé afin de nous éclairer sur les différentes démarches, ce qui concerne non seulement les plans de formation, les délais et les procédures de financement. Mon entreprise a pu bénéficier d'un projet d'apprentissage de 50 caristes. Et là, nous sommes en train de négocier une convention avec le FDFP qui est en cours de signature, qui va concerner 50 grutiers pour les métiers et 100 dockers pour les métiers de sacherie. Donc j'avoue que c'est vraiment des échanges assez coercitifs qui nous ont permis de comprendre un peu comment est-ce que le FDFP fonctionne. Donc je suis vraiment très heureux. De 2011 à 2019, nous avons financé pour 1293 plans de formation pour un montant de un peu plus de 2 milliards 200 millions. Voilà. Et puis pour les projets de formation, nous avons financé aussi 12 projets pour un peu plus de 607 millions. Il faut dire qu'on est assez peu connu dans la région. Après cette année même, ça sera l'une de nos missions principales, c'est de faire beaucoup d'informations, communication. Toutes les difficultés identifiées, notamment la lenteur dans le traitement des dossiers, vont être transmises au comité de gestion du FDFP à Abidjan. Ces journalistes dans la cour de la Bibliothèque nationale se préparent pour le 4e congrès de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI. Ils attendent des assises du jour une continuité des actions entreprises. 10 ans d'action, de professionnalisme et de confraternité vraie. C'est le thème retenu pour ce congrès. Le président sortant, Olivier Hiro, est le seul candidat en lice. Il envisage œuvrer davantage pour la fraternité au sein de l'OJPCI. Le challenge pour nous cette année, c'est d'installer au moins 10 sections à l'intérieur du pays. Ensuite, se rendre dans les grandes écoles, dans les grands centres de formation et initier les plus jeunes à l'amour du métier. Parce que nous sommes entre nous journalistes. Il n'y en a pas 1000 en Côte d'Ivoire, mais le seul noyau que nous avons, nous devons pouvoir nous installer dans cette amitié, une amitié vraie.
Les journalistes professionnels sont soutenus par les ministères de la Communication et de l'Environnement. Ils interpellent leur sens de la responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une opportunité que nous voulons saisir encore une fois pour appeler davantage les journalistes à s'inscrire dans la protection de l'environnement, à s'inscrire dans la promotion du développement durable en Côte d'Ivoire, qui est vraiment un pilier fondamental de l'émergence de notre cher pays. Je suis venu apporter le soutien du ministre, rassurer les journalistes que leur ministre est toujours à leur côté et que le gouvernement compte beaucoup sur eux. Pour ça, il faut des journalistes responsables. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, créée en 2009, compte 200 membres. Chaque 3 ans, les instances sont renouvelées par un congrès. Elles œuvrent, entre autres, pour le renforcement des relations entre les confrères et les consoeurs des médias. Les inondations, un fléau qui a endeuillé bien de pays de l'Afrique de l'Ouest ces dernières années. Pour prévenir les risques d'inondation, des experts venus du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire réfléchissent pour concevoir une base de données qui permettra aux décideurs d'agir efficacement contre ces catastrophes naturelles. Le projet est piloté par le GMES and Africa, fruit du partenariat entre la Commission de l'Union africaine et la Commission européenne pour utiliser les images satellitaires dans la gestion de l'environnement. Les sciences spatiales sont utilisées pour avoir de l'information quasiment à temps réel sur non seulement les causes de l'inondation, mais aussi les impacts, les dégâts des inondations. Mais mieux, les sciences spatiales sont utilisées pour secourir les personnes, les animaux et les biens. Durant 3 jours, ces experts en sciences spatiales vont collaborer à l'élaboration d'un registre des inondations. Le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection, CURAT, abrite le projet. Le CURAT, normalement, doit prendre en main 2 tâches particulières, notamment la conception de la base de données, qui va rentrer dans la gestion du phénomène de l'inondation, dans la modélisation de l'inondation. Le CURAT va donc utiliser les images satellitaires, les images qui ont été fournies par le programme Copernicus. Ces images-là seront traitées de façon automatique et manuellement, naturellement, pour faire ressortir les paramètres qui vont être pris en compte pour la caractérisation de l'inondation. Ce que nous voulons faire en fait, c'est que pendant ces discussions-là, nous voulons inviter certaines autres parties prenantes, telles que les agences de météorologie, les agences de l'environnement et certaines agences, à se joindre à nous. Nous allons réfléchir, leur poser des questions pour que nous puissions donc régler ce problème d'inondation-là ensemble. Les causes des inondations sont variées, entre autres la topographie, l'obstruction du passage de l'eau par l'aménagement humain. En Côte d'Ivoire, les dernières inondations datent de juin 2018. Le même paysage dévasté, un village fantôme planté au bord de la mer. Kodjo vivait avec toute sa famille dans cette cabane de pêcheurs. Ils ont dû fuir quand l'eau a commencé à monter. La maison, tout, il n'y a rien. Jusqu'à présent, on est là, à souffrir seulement. Nous sommes dans la souffrance. Je ne sais pas où on va rester même à l'heure actuelle. Chaque année, la mer grignote jusqu'à 10 mètres de terre sur cette côte du Togo. Des communautés entières ont quitté leur foyer. À Baguida, 500 personnes étaient installées sur le littoral. Ils vivent de la pêche. Ces sinistrés ne touchent aucune aide du gouvernement pour se reloger. On n'a pas autrement de trouver l'argent pour construire notre maison, tout ça là. Pour connaître l'une des raisons de cette érosion, il faut regarder à l'horizon, suivre les gigantesques cargos qui filent jusqu'au port de Lomé. C'est après cette construction en 1967 que la mer a recommencé à monter. La raison principale de l'érosion qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, c'est principalement l'installation des infrastructures portuaires le long de la côte, qui perturbe maintenant le transit sédimentaire le long de la côte sédimentaire.
La digue du port bloque les courants de sable qui viennent consolider la côte. Un processus accéléré par le réchauffement climatique. C'est avéré que le changement climatique, avec son effet de réchauffement du climat ensuite marqué par la fonte des calottes glaciaires et le réchauffement de la mer, constituent des facteurs aggravants qui permettent de renforcer ou bien d'accentuer l'érosion côtière. En tout, 3000 personnes auraient été déjà déplacées. Plusieurs centaines d'autres sont toujours en sursis.